Bonsoir, bienvenue à tous, merci de retrouver pour ces aléas du direct. Et tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2013. Meilleurs vœux au nom de toute l'équipe de TV Sud. 2013, l'année de cher professeur. Bonjour, l'année de... Attendez, je me suis gouré là, très à l'aise. L'aise dans les mélèzes. Voilà, bon, c'est pas terrible, mais il va s'améliorer. Jean Kahn avec nous, Jean Brun qui va nous rejoindre dans un instant. Il s'est perdu dans le couloir pour parler de sport. Regardez une entrée fracassante de Jean Brun qui va s'asseoir à sa place. Et il aura réussi à arriver en retard pour la première de l'année. En face de lui, Pascal Piche. Le triathlète du super extrême, on va essayer de comprendre un truc à son affaire là, ça multiplie, ça décuple, ça décatuple les décuples, c'est très impressionnant, j'espère que vous y retrouverez dans ces calculs. Pascal Piche, on devait avoir Pascal Rizer, mais on aura deux au lieu d'un, joueurs des Vipers. Un gardien, un défenseur. Un gardien, un défenseur, voilà, on devrait être bien gardé. Et puis Laurent Blondiot est avec nous. Bonsoir, cher Laurent Blondiot, de l'agence Wonderful, qui signe cette année encore le calendrier pour la Fédération des aveugles de France. Un calendrier qui en met plein la vue, comme le titre très justement. Nos amis de Midi Libre, c'était il y a quelques jours. Voilà, on va revenir sur ce calendrier. J'essaye de régler mon oreillette. Dans un instant, une info talent vie de Zik. Vous savez, ce magnifique concours pour jeunes musiciens mis en place par nos amis du Crédit Agricole du Languedoc. Vous appelez ce numéro 0467 41 88 36. Il y a des places pour le concert privé mais en public du 11 janvier. Ce sera vendredi soir. Talent vie de Zik. Je vous le recommande. Il y a vraiment d'excellents jeunes musiciens. Ce sera vendredi à la salle Victoire 2. Allez, on démarre bien l'année avec les titres. Bonsoir Marlène, permettez-moi au nom de toute l'équipe de TV Sud de vous souhaiter une excellente année. Merci beaucoup, bonne année également Pierre-Paul, très belle année à tous. Et une année qui commence de façon solidaire. Voilà, tout à fait. C'est une paillote urbaine qui s'est implantée face au paquebot, le complexe Pierre-Vive à Montpellier. Et depuis un mois, près de la Cité des Savoirs et du Sport pour tous, ce snack solidaire sert des plats peu chers et à base de produits locaux surtout. Pour l'instant, 2 personnes y sont employées en contrat d'insertion. Et d'ici quelques mois, ce sont 10 salariés coopérateurs qui devraient y travailler. Et est-ce que ça a été validé par l'architecte Zaha Hadid, cette implantation? Alors pour l'instant, la petite bicoque en face, non, je pense pas, mais ça va ensuite déménager. Mais ça lui plairait sans doute. Je sais pas, j'ai un doute. On part du côté de Nîmes de Garon, plus précisément. Oui, une nouvelle unité de traitement des eaux usées à Garon. L'équipement flambant neuf jouxte l'ancienne station d'épuration et pourra dans un premier temps traiter les eaux usées de l'équivalent de 7000 habitants. Une nouvelle unité plus écologique créée notamment pour recevoir les effluves de la future zone d'activité économique Mitra. Et puis, vous allez nous plonger dans l'eau, mais notre oui, voilà. eau, et pas dans les mêmes eaux. Oui, voilà. C'est une tradition à Frontignan depuis 2000. Les plus téméraires et surtout les moins frileux se donnent rendez-vous plage des Mouettes pour le premier bain de l'année. Hier, ils étaient plusieurs dizaines à piquer une tête dans une eau à 11 degrés sous un très beau soleil. Il paraît que ça maintient en bonne santé pour le reste de l'année. Ça vivifie. Ça met en forme, là, pour le coup. À propos de météo, d'ailleurs, soleil toujours, mais toujours aussi frais. Toujours une très belle journée, très ensoleillée sur toute la région, frais, vous l'avez dit, le matin, 2 petits degrés à Nîmes, 4 à Montpellier, 5 à Béziers. Et l'après-midi, les températures seront comprises entre 13 et 15 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et la température de l'eau? On n'a pas la météo des plages. C'est pas la priorité en ce moment. Elle ne devrait pas varier beaucoup. C'est autour de 10. Merci beaucoup Marlène. On vous retrouve à 19h, le rappel des titres, 19h30 bien sûr, le journal complet. Et je me tourne vers Laurent Blondiot et vers ces belles images. On vous les a sélectionnées, les 12 mois de l'année, avec 12 vedettes en tout genre, vedettes du football par exemple, avec Zlatan Ibrahimovic à l'image, là devant vous. On a vu également il y a un instant Nicolas Karabatic. Des politiques également passent au mois le mois. Il y a des politiques people. Il y a également Valérie Trierweiler, je crois, qui tweet fortement. Je ne sais pas qu'est-ce voilà. Pour nous, avant de tweeter, il faut raquer. Ça fait la 3e année, Laurent Blondiot, qu'avec la Fédération des aveugles de France, vous avez mis en place cette communication. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a un impact? Oui, il y a 3 ans, quand
Vincent Michel, qui est d'ailleurs montpelliérain, qui est président de la Fédération des aveugles de France, a contacté Wonderful pour essayer justement d'avoir plus de visibilité pour cet handicap qui frappe bon an mal an, je dirais, près d'1 million de personnes dans ce pays, puisque la malvoyance a tendance à augmenter avec le nombre de personnes qui vivent de plus en plus vieux. Donc c'est devenu un vrai problème de société, concret au quotidien pour eux, c'est-à-dire en termes d'emploi, d'accessibilité. Vous citez des chiffres, pour l'Organisation mondiale de la santé, la déficience visuelle sera, avec la maladie d'Alzheimer, le fléau du siècle. Tout à fait, oui. Et je disais, dans le quotidien des gens, voilà, trouver un emploi, se déplacer en ville, avoir accès à la culture, avoir accès à l'éducation devient de plus en plus problématique. On vit dans une société où la technologie, on a tous un écran tactile, une cuisinière tactile, etc. Et même pour eux, c'est de plus en plus de difficultés. Donc, il y a 3 ans. Donc le monde, en fait, est de plus en plus inaccessible, finalement. Absolument, tout à fait, oui. Ben, je vous donne un exemple. Il n'y a que 3% des livres accessibles aux aveugles dans ce pays. Le dernier Goncourt, le dernier best-seller en tête des palmarès dans les hebdos n'est pas accessible aujourd'hui aux aveugles. Le fait est que, par exemple, depuis je crois que ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu un dictionnaire braille français, donc des choses comme ça, avec un handicap donc qui était un petit peu confiné dans le bois. Et donc quand Vincent Michel, encore une fois montpelliérain, qui a été notamment agent territorial ici, a contacté Wonderful pour je dirais trouver un nouveau sou dans sa communication, l'idée nous est venue justement de frapper fort. Il n'y avait pas d'autre mot pour justement à ce qu'il soit mieux vu. D'ailleurs, on a créé une première accroche qui est il faut être qui pour être bien vu aujourd'hui. Et donc il nous a semblé intéressant, nous, Wonderful, d'associer le travail d'image, puisqu'aujourd'hui on vit hélas dans une société d'image, et de mettre en avant avec des personnalités. Cette image, par exemple, pour nous, la voiture électrique, c'est mortel parce qu'on l'entend pas. Exactement, au démarrage, on n'entend pas une voiture électrique. C'est une problématique sérieuse pour les aveugles, mais aussi pour les piétons et les cyclistes qui ont de plus en plus, vous savez, le casque pour écouter la musique. Donc voilà, faut être qui pour être bien vu, fallait frapper fort, associer l'image qui est aujourd'hui, l'image, une société d'image, c'est la société des people. Et donc, première année, on a frappé fort. Deuxième année, on a surfé sur la présidentielle en interrogeant les candidats. Et troisième année, là, le thème du calendrier, c'est la bourse ou la vue, qui pose le débat au fond de dans quelle société on vit aujourd'hui pour exclure de fait ces handicapés-là, puisque c'est la réalité. Donc effectivement, des politiques avec des questions concrètes. Trierweiler, c'est faut être qui pour tweeter, il faut raquer, parce que par exemple, l'équipement informatique pour un aveugle ou un malvoyant, c'est plus de 10 000 €. C'est la réalité. Aujourd'hui, un smartphone ou un ordinateur, voilà, ce qui est fou, c'est l'avancée technologique. C'est moins de 500 €. Qui ne suit pas les besoins, visiblement. Donc voilà, c'est cette idée qu'aujourd'hui la vie devient de plus en plus difficile pour eux. 1 sur 2 au chômage, un enfant aveugle qui va à l'école, qui rentre, il obtient ses livres adaptés 6 mois après les autres. C'est la réalité. Et donc ce calendrier permet quoi? Il permet de pousser un coup de gueule, bien évidemment, d'obtenir cette médiatisation, et merci de nous inviter justement pour parler de ce handicap. Et après, concrètement, ce qu'a apporté ce calendrier, c'est de fait une communication moderne pour une association qui date du début du siècle dernier. Et vous avez réussi à faire bouger les politiques, à faire bouger, à faire en sorte qu'il y ait plus de dons, par exemple. Voilà. Alors c'est une association déclarée d'utilité publique qui ne reçoit pas de subvention publique, donc qui vit de plusieurs façons, des dons. Donc effectivement, on voit chaque année la courbe de dons augmenter avec la sortie du calendrier. C'est quelque chose qui a permis auprès des entreprises d'avoir justement, à partir de cette communication moderne, plus d'accès aux entreprises, et notamment par le biais de la taxe d'apprentissage, qui est une subvention importante. Et troisième chose, ça a permis d'ouvrir des portes dans les ministères. Je donne un exemple. L'an dernier, j'ai accompagné Vincent Michel au Grand Journal de Canal+. Il y avait Frédéric Mitterrand. Ça faisait des mois que Vincent Michel le président de la FAF, lui demandait un rendez-vous. Frédéric Mitterrand s'est retrouvé avec lui. Il était en aveugle dans le calendrier. Quelques semaines plus tard, il avait un rendez-vous rue de Valois pour exposer ses vues et son programme sur la question du livre adapté. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, alors faut savoir que ce calendrier, c'est quelque chose qui est envoyé aux grands décideurs de ce pays, qu'ils soient politiques, économiques, singulièrement, par exemple, là, est-ce que Zlatan dans quelques jours, va recevoir son calendrier? Bien entendu, tous ceux qui participent. Ah non, c'est-à-dire vous volez leur image.
On se sert de leur image. Est-ce que personne ne vous a jamais dit vilain hélas non. Vous leur demandez pas. Personne n'a osé. Hélas non. Personne n'a osé vous dire. Je sais que la première année, Nicolas Sarkozy, qui était en aveugle, a été interrogé au cours d'une conférence de presse. Il a effectivement dit que c'était pour une noble cause. Et je sais que ils abandonnent. Donc, ce qui est conseillé, ça l'avait fait un peu rire. L'an dernier, je vous cite Frédéric Mitterrand. Et cette année, par exemple, je pense que ça serait bien que le président de la FAF soit reçu par Valérie Trierweiler. L'idée de ce calendrier, c'est de pousser une sorte de cri, c'est de mettre un pavé dans la mare pour des handicaps qui, hélas, n'ont pas voix au chapitre, tant médiatiquement que politiquement. Voilà. Le public peut acheter ce calendrier ? Alors, on peut faire un don sur le site internet de la FAF, qui est faf.asso.fr. Donc là, on clique et on donne ce qu'on veut et on reçoit le calendrier. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque justement aux aveugles pour pouvoir avancer dans leur problématique? C'est de l'argent, c'est des inventions? Parce que le braille, ça existe. C'est lié. En général, l'argent permet les inventions aussi. Non, mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est que la France, à l'instar de ce qui se fait notamment dans les pays nordiques, fasse du vivre ensemble une réalité. Voilà. Et c'est une question qui se pose pour le handicap, qu'il soit visuel ou handicap moteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société qui a du mal à vivre avec les handicaps. Je donne un exemple. En 2005, il y a une loi qui est votée qui dit en 2015, il faudra que 100% des lieux accueillants du public soient accessibles. Ouais. La réalité aujourd'hui, c'est que cette loi elle a été faite en 2005 et qu'aujourd'hui, en 2012, on n'est qu'à 15%. Donc, si vous voulez, l'attirail, comme souvent dans ce pays, hélas, la loi existe. Les moyens, il suffit de se les donner, mais enfin, vous savez, si on veut faire du vivre ensemble une priorité, ça peut être une priorité budgétaire. Il y a une difficulté. La loi, par exemple, l'an dernier, nous avons créé le Blind Tour. C'est-à-dire qu'en gros, on fait une revue de plusieurs villes de France. On l'a fait ici avec Madame Mandrou. Je crois d'ailleurs vos caméras étaient présentes. On découvre, ce qui est bien, c'est qu'on a permis, et je crois que c'est ce qu'on veut dire aussi, ce qu'a voulu dire Wonderful par ce calendrier. On a donné on a donné une canne blanche et une lunette noire à Madame Mandrou, comme on l'a fait dans d'autres villes à d'autres élus. Et ils se sont rendus compte de visu de la difficulté. Une terrasse mal placée, la question du tram par exemple à Montpellier, la question des parkings à vélo, etc., etc. Tout est devenu de plus en plus difficile. Et Madame Mandrou s'était rendu compte d'une chose, c'était au-delà du handicap visuel, c'est que ça posait problème aux poussettes. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que bien sûr, voilà, oui, c'est que cette idée-là, c'est que derrière, c'est que derrière, il y a des problèmes d'accessibilité dans le centre-ville. Et la question qui est posée, et c'est pour ça qu'on a intitulé ce calendrier la bourse ou la vue, c'est que est-ce que parce que l'argent domine la société, demain on va avoir des centres-villes, une technologie qui sera réservée à quelques-uns, ou alors demain on fait effectivement, on met le vivre ensemble et on fait en sorte que tout le monde puisse le vivre ensemble. Le titre du calendrier de l'année prochaine. On verra s'il y aura un calendrier l'an prochain. De toute façon, ce qui est important pour nous... Le Festival de Cannes, évidemment, il ramène à lui. Il est fort, le Festival de Cannes, mais vous savez que j'avais l'idée, parce que, par exemple, sur la question de la télévision qui est la vôtre, il y a de moins en moins... Il y a plus en plus de films à la télévision, mais ce qu'on appelle l'audio-description, et je voulais faire le Festival des Cannes Blanches à Cannes, justement, pour montrer, encore une fois, que la plupart des films qui sortent, le Skyfall, le dernier James Bond, etc., ne sont pas accessibles. Alors que alors, globalement... On pourrait dire oui, mais ça touche qu'une minorité de personnes. Mais on sait aujourd'hui, avec les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, que ces questions de malvoyance demain, et avec l'âge de vie qui a tendance à se développer, à augmenter, fait que demain, on sera quasiment tous touchés par des problèmes de vue. Restez avec nous, Laurent Blondiau. On sait que dans votre parcours, vous avez été également journaliste sportif. Vous vous êtes intéressé notamment au football. Et on va enchaîner avec le football. Tennis. Le tennis. C'est entre nous, c'est une blague. Oui, on va parler de tennis. Richard le Biterrois Sérignanais. Le Biterrois Sérignanais, dont on parle toujours et qu'on ne voit jamais. Parce qu'en général, il perd. Et ben cette fois-ci, il a gagné. C'est son 10e titre, s'il vous plaît. 8e. 8e titre. Il a gagné à Doha face à Nikolai Davydenko en 3-7, 3-6, 7-6. 6-3, j'en sais pas bien. C'est ce que je disais, c'est le 8e titre de sa carrière et c'est peut-être de bon augure parce que cette année... C'est le premier de 2013. C'est le premier de 2013. Monde, Maintenant, il n'a pas de mal, on est le 6 janvier. Le 7. C'était lui, la première finale, c'était lui. Donc, mais c'est surtout l'année du trentenaire de Roland Garros. Donc on peut peut-être espérer que cette année, il soit vraiment dans la ligne. Son meilleur résultat en Grand Chelem, Jean Brun ? Je ne sais pas. J'attendais votre réponse. En revanche, c'est la première fois qu'il gagne une finale en ayant perdu le premier set. Oui. Bravo. Bon, on parle de foot maintenant ? Gasquet. On va le suivre, promis, tout au long de l'année. Parce qu'il va en gagner d'autres des tournois. C'est son année, il l'a dit. Vous voulez qu'on le suive avec le service des sports ? Il n'y a pas de souci.
Faut balader, hein, pour le tennis, faut balader. Alors, venez sur un terrain que connaît mieux notre ami Blondio. Parlez-moi de football. Bah écoutez, moi j'aurais misé pas mal d'argent sur le fait que Nîmes parvienne à éliminer Lille en Coupe de France. Ah oui, vous êtes comme ça, vous. Oui, parce que Lille... Lillois d'origine, donc. Parce que Lille est quand même en grande forme en ce moment. Dimitri Payet. Et malheureusement, Nîmes s'est incliné 3-2, malgré un but de Granic que vous aimez beaucoup, hein, visiblement, à la 61e. Et Anne Koné à la 70e, ça n'a pas suffi, hein, 2 beaux buts, mais... pas suffisant. Lille a réussi à en marquer un de plus. Voilà, Nîmes menait 3-0 à la mi-temps, hein, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc du coup là, au milieu de... Hop, regardez ça, on lui rend le ballon, c'est plus facile. Et donc ça fait 3-0. Et en deuxième mi-temps, regardez le petit Granic là. Hop, on irait du Messi, regardez-moi ça. Hop, vous avez vu ça, petit Vincent Granic? Faire attention, il va finir à Barcelone. Hein. Il va finir à Barcelone, Vincent Granic. C'est la petite perle nîmoise. Et c'est Douconé pour finir. 3-2, voilà. Non, mais il y avait la place. Il y avait la place parce que c'est certainement pas, contrairement à Montpellier, un objectif lillois que de remporter la Coupe de France. Alors qu'à Montpellier, c'est une autre affaire. Oh, ben Lille, ils l'ont gagné il y a 2 ans, hein, donc ils remettraient bien ça. Juste des infos. Donc Victor Zwenka, demain dans Croco Hebdo, 18h45. L'invité de Christophe Chez. L'invité. Et puis tout à l'heure, après le journal, le match de ce soir, c'est Nîmes Olympique Niort. Donc c'était le dernier match de 2012 avec la belle victoire des Nîmois, 3-1 au Costières. C'est ça. Mais il y a aussi une chose importante, c'est que pendant les fêtes, Nîmes Olympique a fait un peu son marché et a recruté Riyad Nouri, qui arrive de Istres, pour un prêt de 6 mois. Qui arrive de Istres en étant passé 6 mois au Havre. Hein. C'est ça, avec une option d'achat à la fin de la saison. Ce que je vous propose, c'est de l'écouter au micro d'Olivier Michel. Il fallait rebondir, comme je l'ai dit, pendant 6 mois, ça s'est pas très bien passé. Donc, pour éviter que ce soit une saison complètement vide ou blanche, je me suis dit que redevenir dans le sud, ça me permettrait de réagir et vite, parce que je me sens un peu comme chez moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a juste une place d'écart. Après, le championnat est encore long. Mais c'est vrai que quand j'ai su qu'il y a une possibilité de venir à Nîmes, je suis penché sur l'équipe et ça joue plutôt bien, donc tant mieux. C'est un club avec de la ferveur, un public qui est présent. Et c'est un club de Ligue 2, c'est avec des structures qui sont pas mal du tout. Et puis voilà, après à nous de rendre le club un peu plus huppé qu'il est. En tout cas, ça renforce les arguments offensifs du Nîmes Olympique. Oui, alors Victor Zwenka a dit que c'était un milieu, mais polyvalent pour lui, donc il allait le faire évoluer un peu partout au milieu de terrain. Oui, tout à fait. Ça fait plein de postes. Hein. Oui, c'est possible. Oui. C'est l'idée de Victor. Prochain match des Nîmois, ce sera vendredi, celui-là, avec le déplacement chez le leader. À Nantes. À Nantes, voilà, le leader. Il y avait eu un match nul 0-0, c'était au mois d'août dernier au Costières. Et là, mais les Nîmois se débrouillent pas trop mal chez les costauds. On se rappelle de ce match nul. On verra, il y a une séance vidéo juste avant de partir, donc c'est peut-être de là que viendra la solution. Et puis l'information pendant le dernier match de l'année dernière, c'est le retour des matchs à 20h en Ligue 2. Le vous aurez plus froid quand vous irez au stade des Costières. Encore plus froid. Mais les supporters seront contents parce qu'ils auront le temps de quitter le boulot pour pouvoir y aller. Ce qui est pas mal. C'était une revendication des collectifs de supporters, SOS. Ça a mis du temps, mais finalement, ça s'est mis en place. Il faut juste que les supporters soient au courant. Pour pas arriver trop tôt. Sinon, ils vont vraiment avoir froid. Trop tôt que trop tard. En Coupe de France, toujours, Montpellier, en revanche, est allé s'imposer face à Bourg-Péronnas, à Bourg-en-Bresse. 2-1. Je vous propose de voir le résumé. Cette rencontre de 32e de finale de Coupe de France était piégeuse. Et pas seulement, en raison de l'état déplorable de la pelouse du stade Bressan-Marcel Verchères, habituellement dédié au rugby. Mais Montpellier déjouait les choses-trappes propres à toute Coupe de France qui se respecte. Le champion en titre ouvrait le score dès la 6e minute. Profitant d'une mésentente entre Setaout et El Karoubi, John Utaka servait Emmanuel Herrera seul devant le gardien. Réputé sans pitié en national, la défense de Bourg-Péronnas laissait pourtant Souleymane Camara bien seul à l'entrée de la surface. À la 33e minute, sur ce mauvais dégagement, Camara tentait et réussissait une magnifique demi-volée du gauche sous la barre d'El Karoubi. À 2-0, le MHSC n'avait plus qu'à se mettre à l'abri. Mais au lieu de cela, Di Tommaso remettait Bourg-Péronnas dans le bon sens en concrétisant le pénalty accordé sur une faute de main de Yanga Mbiwa. Au final, malgré l'absence de plusieurs joueurs cadres, Montpellier décrochait sa qualification avec sérieux. Peut-être un signe rassurant en ce début d'année. Enfin, on l'espère.
Voilà, Bourg-Péronas, club de Donc ça continue national. pour Montpellier. Je vous rappelle que c'était un des objectifs fixés par Louis Nicolin. Une des coupes, voire les deux. Eh oui, il aime bien les coupes, Nicolas. Donc, Lorient non. Samedi. Allez, on regarde les résultats. Ne vous pas perturbés. Mais parlons plutôt qui nous intéresse. Du véritable exploit de cette Coupe de France. C'est celui des Lozériens de Mende qui sont en DHR et qui ont battu Arles-Avignon 2-0. Arles-Avignon qui est en Ligue 2. Je vous rappelle quand même que la DHR, c'est la 7e division en France. Hein. Donc ça fait 6 divisions d'écart entre Arles et Mende. C'est un bel exploit. Et Mende devient le petit poussé traditionnel de cette Coupe de France. Donc on va les suivre et on verra bien s'ils arrivent à faire mieux au tour d'après, puisque Mende recevra Le Havre, un nouveau pensionnaire de Ligue 2. Et là, c'est du sérieux, parce que Arles-Avignon, ils ont du mal cette saison, alors que Le Havre, c'est mieux. Hein. Le Havre, c'est mieux. Mais on ne sait jamais. On sait jamais. Hein. Et puis Montpellier recevra Sochaux. Donc dans pour les un 16e des de chocs finale. entre deux clubs de Ligue 1. C'est un vrai choc. Laurent Blondiot, sceptique, que lui, qui bat là-bas, les avait gros, mis tout ses ça. lunettes ce week-end. Les petits qui battent les gros, tout ça, ça vous plaît, ça, comme histoire? Ouais, mais je pense que de toute façon, je crois que la Coupe de France, c'est le dernier refuge du sport tel qu'on l'aime. Je crois que la Coupe de France, c'est l'enfance. C'est-à-dire que le petit contre le gros, tout se joue sur un match. Et je comprends Louis Nicolin, avec qui j'ai souvent évoqué cette question, qui aime la coupe, pas du tout, parce que ce parfum de compétition, ce parfum du possible, justement, moi je suis originaire de Lille, donc je regrette la victoire de Lille contre Nîmes. Par contre, Arras hier qui fait 4-3 contre le Paris Saint-Germain, sans Ibrahimovic, etc. Mais ça remet le football un peu tel qu'il devrait être, c'est-à-dire une espèce de quelque chose de plus frais que ce qu'on voit habituellement à coup de millions et de pétrodollars. Et d'ailleurs, souligner l'exploit d'Épinal, club de national qui sort le tenant de la Coupe de France, Lyon, co-leader de la Ligue 1. Oui, alors avec les mêmes réserves, c'est-à-dire que à chaque fois, est-ce que c'est réellement un objectif pour une équipe comme ça? Est-ce que ce type d'équipe peut se passer de ce type d'objectif? Toujours un peu compliqué de savoir quelle est la vraie volonté du club dans ce type d'événement. Eh ben oui, mais enfin... Je pense que après, moi, je pense que ça doit surprendre. Moi, j'étais mon chef de la Rubrique Sport de l'UMA pendant des années, mais je crois que ça surprenait des professionnels qui étaient pourtant avertis, parce que l'histoire de la Coupe de France, c'est l'histoire justement de ces surprises. Comme ça, donc Voilà. Ça surprend, là où il n'y a que froid calcul d'une saison qui est longue, où il faut des multiples préparations d'été, d'automne et d'hiver pour calculer, pour la Ligue des Champions, même arriver deuxième, etc. On arrive sur une pelouse qui est souvent, on l'a vu à Bourg-Péronas, qui est un petit peu un genre bizarre, le champ du coin. Il y a 4000 supporters qui en veulent. Les terrains petits souvent. Les 11 types qui sont là sont des gens qui vont vivre une fois ça dans leur vie et qui vont tout donner. Et je pense que le professionnel, dans son confort un petit peu douillet, si je puis dire, il tombe sur 11 mecs qui sont morts de faim. Et souvent, ça fait la différence. Moi, je pense que... Voilà. Et parce que Lyon, ce qui est intéressant sur Lyon, c'est que c'était l'équipe type. Oui, c'est pas comme le PSG. Exactement, qui avait beaucoup de titulaires absents. Mais à Bourg-Péronas, il y avait 10 000 spectateurs quand même. Pour voir Bourg-Péronas. Pour voir les champions de France aussi en même temps. Aussi. Exactement. Laurent Blondiot, merci d'avoir été avec nous. On rappelle fafasso.fr pour aider, soutenir la cause ô combien légitime des aveugles de France et des aveugles du monde entier. On va enchaîner avec une courte pause et puis on se retrouve pour parler rugby, hockey sur glace, etc. Et puis médecine avec le professeur. Allez, à tout de suite.